Bonjour, par un bel après-midi du mois de juin, j'ai rendez-vous à Montmartre avec mon ami Benoît Chéniaud pour parler voyage, pour parler du Vietnam. Mais avant d'accueillir Ben, petite mise en bouche musicale avec un extrait de chanson, une chanson française, revue et corrigée façon vietnamienne. Ça fait sourire, mais ça fera l'affaire. Ciao. Qui veut dire bonjour. Bienvenue dans Jetlag, le podcast voyage longue distance. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Chéniaud. Alors, difficile de le présenter, on va dire animateur journaliste, freelancer, slasher, amateur de bonne bouffe surtout, ouais. Amateur de street bouffe. Oui, en fait, si tu devais me présenter, je suis un griot. Un conteur. Moi, je pense que ma fonction sociale, c'est d'aller voir des choses et puis de raconter des histoires. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais prendre un jasmin mandarin, s'il vous plaît. C'est le seul qu'on a pas. Et ben voilà. Bien. Et ben voilà. Thé vert, vous avez ? Oui. Ok. Et ben, thé vert. 2 thés verts. Ok. Merci. Vous voulez un cendrier peut-être ? Allez, chiche. Fiche. Un petit mot quand même sur l'endroit où on se trouve. C'est un petit havre de paix, de quiétude. On est là au cœur de ton quartier. On est à Montmartre. On est à Montmartre. Avenue Junot, dans les jardins de l'hôtel particulier. Ouais. Moi, c'est la première fois que je me pose là dehors sur la terrasse. Je ne sais pas si on va entendre dans le podcast la petite fontaine qui est à côté. Cet endroit est juste magnifique. Et juste un petit aparté. Tu me disais tout à l'heure que là tu pensais qu'il y a en bas la collection de spiritueux la plus intéressante de Paris. Après on retourne à... Je sais pas si c'est la plus intéressante, mais il y a une très très belle collection d'alcool. Le cadre est feutré, c'est vraiment délicieux. Tout a été décoré avec soin. C'est un endroit où il est très agréable de venir boire un cocktail. Et alors pendant les périodes un peu de Fashion Week, c'est comme l'endroit est extrêmement discret, c'est l'endroit où tu peux voir les plus grandes stars. Moi, j'ai vu ici un soir Dita Von Teese au platine et devant Vanessa Paradis qui dansait avec Brad Pitt. Mais alors, nature peinture. Parce que l'accès est protégé par une grille, il faut sonner avant de venir, donc pas de paparazzi, c'est pas les endroits en vue. Voilà, c'est un endroit discret, très joli. Le jardin est très agréable dès que c'est le printemps-été. Hein, t'es pas bien là ? Ah là on est très très bien. On est au thé vert. Bah ouais. Hein. Et peut-être que des gens vont commencer à s'installer là pour déjeuner. Et puis nous, on va continuer notre podcast spécial Vietnam. Alors, on a été sur la présentation, ouais. Voilà, donc moi, ma fonction sociale, ce pourquoi je suis sur la Terre, c'est pour raconter des histoires. Des vrais ou des pas vrais. Alors, j'ai choisi plutôt les vrais. Moi, ce que j'aime, c'est être témoin d'un événement que je vais aller chercher. Et puis, j'aime le raconter. J'aime raconter les sensations, voilà. Alors, ça tombe bien, j'adore les histoires. Et celle que tu vas raconter, elle m'intéresse d'autant plus. On va parler du Vietnam. Ouais. Alors avant de faire les bagages, voilà, la grande ligne, ça va être ton aventure au Vietnam. Ok. Tu reviens d'un nouveau voyage, c'est le 8e, je crois que tu fais là-bas. C'est mon 8e voyage au Vietnam, parce que j'y travaille, j'y enseigne l'audiovisuel, mais j'en profite à chaque fois pour découvrir ce pays qui est extraordinaire. Et cette fois-ci, je me suis vraiment penché sur la street food au Vietnam. Alors, Vietnam, Asie du Sud-Est. Ouais. En fait, le Vietnam s'étend sur 2500 km de côte, donc... au bord de la mer de Chine. Voilà, mer de Chine. Et golfe méridional. Et golfe de Thaïlande, non C'est limite avec le Cambodge. En fait, ce qui fait la limite, c'est les îles de Phu Quoc et Kampot.
mais c'est donc mitoyen du Cambodge. Quand tu remontes vers le nord, c'est mitoyen du Laos, et ça rejoint les frontières de la Chine au nord. Donc c'est vraiment la partie la plus orientale de l'Asie du Sud-Est, avant les Philippines. 8e voyage, le premier c'était en quelle année? Premier voyage 2011, c'était ma première mission d'enseignement au Vietnam. En fait, j'enseigne l'audiovisuel dans pas mal de pays. J'ai travaillé d'abord avec les pays d'Afrique lusophone, et puis on m'a un jour proposé le Vietnam. Donc il fallait que j'enseigne l'écriture et la création de documentaires. Premier pas à Hanoï, puisque c'était Hanoï, donc capitale historique du Vietnam, la ville d'Ho Chi Minh. C'est une ville extraordinaire. Et première impression? Il faisait très chaud d'abord. Ouais. Ma première arrivée à Hanoï, c'était au mois de juin. Il faisait chaud, c'était étouffant, c'était moite, mais c'était un peu l'image que je me faisais de l'Indochine, ce que j'avais pu lire dans les bouquins de Marguerite Duras. Donc j'étais vraiment dans quelque chose de formidable, avec en plus ce régime socialiste, la faucille et le marteau. Tu trouves des portraits de Marx, de Lénine, une statue de Lénine. Il y a un côté t'étais entre Marguerite Duras et John le Carré, quoi, presque dans un roman d'espionnage. Donc c'est vraiment extrêmement dépaysant au départ, même si Hanoï conserve énormément de restes de la présence coloniale française, notamment tout le quartier des ambassades. C'est des vieux bâtiments, on les reconnaît facilement, c'est des bâtiments qui sont peints en jaune, avec une architecture typique. C'est une ville extrêmement séduisante, surprenante, parce que alors elle est très étendue, mais le centre... Superbe, il y a du thé qui arrive. Formidable, merci. Des verres pour tous, c'est la fête. Ouais. C'est la fête. Merci. En fait, c'est une ville qui est étonnante, le centre-ville a été chinois, et notamment il y a le vieux quartier qui est composé de 36 rues, tout un peu... 36 rues, quoi, un petit peu en forme d'escargot. Et ce qui est étonnant, c'est que chaque rue est dédiée à un seul type de commerce. Donc, oui. En fait, il y a, par exemple, il y a une rue étonnante, c'est la rue des tailleurs de pierres tombales. Donc, toute la rue, des deux côtés, il n'y a que des gens qui font des pierres tombales. La rue d'à côté, c'est la rue des merceries. Donc là, il n'y a que des gens... C'est le même commerce sur toute la rue. Alors, c'est déconcertant pour nous, parce que nous, on se dirait, mais comment ils s'en sortent? Ils sont tous concurrents. En fait, ils ne sont pas tous concurrents, ils sont tous collègues. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a un qui a fait assez de chiffres, si tu rentres dans sa boutique, il dira, non, tiens, va en face. Lui, il n'a pas assez bossé aujourd'hui. Et en fait, les gens se partagent le travail. Et c'est vraiment... alors, l'état d'esprit global de ce pays... c'est un esprit de partage, de partage de vie. Alors ça a été impulsé par les doctrines socialistes au départ, mais ça en fait, si tu mélanges les doctrines socialistes et le bouddhisme, qui est la religion majoritaire au Vietnam, ça en fait un pays dans lequel tout le monde se préoccupe de tout le monde et dans lequel on partage. Et ces rues, moi j'ai trouvé ça très intéressant. D'abord parce que quand tu as besoin d'acheter un élément de mercerie, tu vas pas aux quatre coins de la ville. Si le premier l'a pas, le deuxième l'aura. Ensuite, sur un plan écologique et logistique, quand un camion doit livrer les merceries, il livre dans une rue. Ah, c'est plus simple. Il fait pas le tour de la ville. Et là, c'est beaucoup plus simple. C'est bien pensé. C'est bien pensé, c'est bien foutu. Et j'aime ce côté complètement déconcertant de l'approche sociale, en fait. Où les gens sont surtout préoccupés par la vie. Et d'ailleurs, la vie qui se déroule sous tes yeux dans Hanoï, moi, la première fois, c'était... J'étais estomaqué sur le vivre ensemble. C'est-à-dire que les gens font tous du sport ensemble, ils mangent ensemble, ils discutent, ils se sourient, ils se regardent. C'est bruyant, c'est généreux, c'est joyeux. Il y a vraiment quelque chose de très agréable. Donc ma première sensation, c'était ça. Et puis un peu perdu parce que je parle pas la langue qui est assez compliquée. Tout est écrit en vietnamien, donc on comprend rien. Et si je devais livrer un premier
un premier conseil de voyageur, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, c'est observer d'abord. Regarde comment les gens se comportent et essaye de t'adapter, de te comporter de la même manière. Moi, j'ai noté que les Vietnamiens sont assez sensibles à ça, au fait qu'on observe et on reproduit. Il y a plein de choses que tu peux pas savoir, mais qui ne se font pas. Je sais pas, par exemple, planter ses baguettes verticalement dans un bol de riz, c'est quelque chose qu'on fait en signe de deuil. Ah ouais. Donc, et c'est très mal vu de planter tes baguettes sur ton bol de riz. Tu les poses par-dessus, mais tu les plantes pas dedans. Quand tu te sers, souvent au restaurant, tu as un plat au milieu. Chacun a son petit bol dans lequel tu mets du riz. Et puis, tu vas aller prélever des aliments dans le plat qui est au milieu pour poser sur ton riz et ensuite les manger. Et bien, quand tu veux prendre dans le plat, tu retournes tes baguettes et tu attrapes avec la partie des baguettes qui n'est pas en contact avec ta bouche. Et ça, si tu le sais pas, tu peux pas le savoir. Mais tu peux le savoir en observant comment les gens font. Tu vois qu'ils tournent la main pour attraper dans le plat. Et puis même si tu es avec des Vietnamiens, en général, ils vont plutôt te servir avant de se servir parce qu'ils sont extrêmement accueillants. Donc toutes ces petites choses-là, d'abord, c'est réjouissant de le constater. De regarder comment font les gens et de se dire tiens, je vais essayer de faire la même chose. Sur les baguettes, d'ailleurs, il y a un truc qui est très étonnant, c'est-à-dire que nous, en France, il y a une façon de tenir son couteau et sa fourchette. Voilà. Si tu les tiens de la bonne façon, tu passes pour quelqu'un de bien éduqué, et sinon tu passes pour un gougnafier. Au Vietnam, j'ai remarqué qu'il y a autant de façons de tenir ses baguettes qu'il y a de Vietnamiens. Sur la position des doigts. Alors c'est vrai que nous ici, quand on a des baguettes jetables, tu sais, on te fait une petite leçon en dessin sur comment on met ses doigts. J'ai beaucoup de mal avec les baguettes, moi. Alors tu peux même trouver des trucs pour enfants, c'est assez rigolo, c'est un petit capuchon en caoutchouc qui se met sur les deux baguettes en même temps, qui te les maintient ensemble et qui permet un petit mouvement de ressort quand tu attrapes. Ça fait une petite pince, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme les petits trous à l'arrière du vélo, quoi. Tu peux apprendre à tout âge. Donc voilà, première sensation au Vietnam, c'était ça. Et puis ce que j'ai trouvé de plus fabuleux dans ce pays, c'est son peuple. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, moi, d'être directement en contact de Vietnamiens, puisque c'était mes élèves. Et j'ai rencontré des gens extrêmement consciencieux, sérieux, très intéressés par l'enseignement que je pouvais leur apporter. Aucune désinvolture. Ça m'a même obligé à retravailler mes cours tous les soirs en rentrant à l'hôtel, parce que parfois, il m'arrivait à la fin de 4 heures de cours de faire un résumé de ce que je venais de dire. Et la première fois, je fais mon résumé et je les vois tous sortir leur téléphone, leurs ordi, comme s'ils n'en avaient rien à foutre. Donc je m'interromps, je leur dis ça vous intéresse pas? Et il y en a un qui me dit si, mais vous l'avez déjà dit ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils avaient tout noté hyper consciencieusement. Le lendemain, ils venaient, ils avaient appris parfaitement tout ce que j'avais dit la veille. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux. Et tu distillais tes cours en quelle langue? En français? Alors, en français. Et c'était traduit? En français, je travaillais avec un traducteur ou une traductrice qui est aussi validé par la télévision, parce que je travaille pour la télévision vietnamienne, et qui ne traduit pas forcément tout. Voilà, il y a quand même une dimension politique où tout n'est pas destiné au marché vietnamien. Ce qui est très intéressant avec la télévision vietnamienne, c'est que tout ce que tu proposes doit avoir une portée éducative ou culturelle. Il n'y a rien de gratuit, c'est-à-dire que des émissions comme les Marseillais, les Ch'tis, ça ne peut pas voir le jour au Vietnam. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Voilà. Des émissions, tu vois, des émissions de télé-réalité. J'ai toujours pas compris. Voilà, ben moi non. Okay. Tu sais comment on dit Hanouna en vietnamien? Non. On dit pas. On dit pas. Donc pour moi c'est extrêmement réjouissant d'apporter les outils que je maîtrise, puisque j'ai travaillé 25 ans déjà pour la télévision française, d'apporter ces outils de production au service de programmes qui sont à vocation éducative et culturelle. Ça c'est génial, parce que la télévision au Vietnam a encore cette fonction qu'elle avait chez nous jusque dans les années 70 de porter à la connaissance du public une certaine forme de culture et une information en laquelle tu peux avoir confiance. Aujourd'hui, chez nous, on n'a plus confiance dans l'information parce que tu prends BFM TV, tu sais très bien que c'est une chaîne d'information qui roule pour tel parti politique. Donc si tu as un tant soit peu de discernement, tu
te rends bien compte qu'on est sur du bourrage de crâne. Il ne doit pas y avoir beaucoup de médias non plus là-bas, quand même. Eh ben écoute, il y en a. Alors, les chaînes de télévision appartiennent à l'État. C'est VTV, Vietnam Television. Mais il y a de plus en plus de chaînes privées. Et puis, même si c'est une république socialiste, c'est un pays qui est extrêmement ouvert sur l'extérieur. C'est-à-dire que tous les accès à Internet sont complètement ouverts. N'importe qui peut aller sur n'importe quel site du monde. Mediapart, CNN. Il n'y a pas de censure sur ce qui vient de l'extérieur. Comme en Chine, par exemple. Voilà. Où là, tout est verrouillé. C'est un peu compliqué. Voilà. Au Vietnam, tu peux accéder à tous les sites de ton choix. D'accord. Donc, partant de là, c'est quand même un gage d'ouverture, mais les Vietnamiens, dans leur ensemble, ont une confiance énorme dans l'information qui est distribuée par les organes d'État. Parce que c'est fait de manière extrêmement sérieuse, même si c'est fait à travers le prisme de la politique du pays. C'est plutôt sérieux. Et puis, c'est pas tellement des JT de faits divers. C'est-à-dire qu'ils vraiment, ils traitent de vrais problèmes de fond. Ils sont très, très intéressés par l'écologie, par le développement durable, par le développement du tourisme. Et puis, la télévision n'est pas forcément un organe utilisé à des fins électorales. D'abord parce que y a un parti qui est au pouvoir depuis 40 ans. Donc il a pu mettre en place un programme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils sont pas, les élus sont pas en permanence en quête de réélection. Ils ont plutôt à cœur de prendre soin du peuple, et ça fonctionne. Aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est-à-dire que l'État, pour schématiser, en gros, l'État vietnamien fournit à chacun un accès au logement, à l'emploi, à l'éducation et à la santé. La contrepartie, c'est que voter est obligatoire. Évidemment, il y a un candidat, tu votes pour qui on dit de voter. Et je discutais avec un journaliste qui faisait partie de mes formations, et je lui disais, mais bon, vous n'avez pas l'impression qu'en termes de liberté d'expression, vous êtes un petit peu sclérosé? Et il m'a répondu quelque chose qui m'a fait rire. Il m'a dit, c'est sûr que chez vous, vous avez la liberté de vous exprimer, mais tout le monde a la liberté de ne pas vous écouter. Alors, ça sert à quoi la liberté d'expression si personne ne t'écoute? C'est pas complètement con. C'est pas complètement con. Ça me rappelle ce vieux dicton, tu sais, qui disait la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. C'est pas mal. Sauf qu'on est sur un système qui fonctionne. Par exemple, je pense que le plus pauvre des Vietnamiens est quand même plus riche que le plus pauvre des Français. Tu crois ça? Ouais, je pense, parce qu'il y a ce minimum garanti. Et puis l'État est très présent partout. L'éducation, par exemple, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'était dans les théories d'Ho Chi Minh au départ. Le Vietnam compte 97% de la population sait lire et écrire. Je suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là chez nous. Je crois qu'on en est même loin. Et puis, les gens prennent le temps de lire. Alors, et puis, il y a quelque chose qui est très agréable, c'est qu'il n'y a pas ce même besoin d'immédiateté que celui qu'on a développé chez nous avec la téléphonie mobile et les accès Internet permanents. Les gens, alors évidemment, au Vietnam, ils sont comme nous, ils ont tous des téléphones portables dernier cri, des accès Internet. Mais ils prennent aussi beaucoup le temps de faire autre chose. Ah oui, ils sont pas focus comme nous, sans arrêt sur les écrans? Non, parce qu'ils sont vraiment dans le vivre ensemble. Donc, par exemple, sur les restaurants, les gens qui mangent seuls sont sur leur écran. Mais à partir du moment où les gens sont ensemble, tu les verras pas se dissocier. Les gamins, c'est pareil, les gamins jouent beaucoup, même s'ils ont des phases. Mais je crois que c'est vraiment dans leur culture. Et puis, ils savent prendre le temps de bouquiner. Il y a beaucoup de gens qui lisent le journal. C'est un rythme de vie assez différent. Combien de décalage horaire pour le Vietnam? 5 heures. C'est 5 heures de plus. Quand il est midi à Paris, il est 17 heures au Vietnam, parce que le soleil se lève à l'est, comme tout le monde le sait. Donc le soleil se lève d'abord là-bas. Il y a 5 heures de décalage. Alors le décalage est plus compliqué à encaisser quand on va d'ouest en est que quand on fait le trajet inverse. En général, les avions qui vont vers le Vietnam te font atterrir le matin. Donc tu vas arriver vers 7 heures du matin au Vietnam. Ça veut dire 2 heures du mat à Paris.
du coup. Le conseil, c'est qu'à partir du moment où tu atterris, c'est de se mettre au rythme local. Donc la première journée va être très longue, mais il vaut mieux tenir le coup sur cette première journée, aller se coucher vers 21h et embrayer sur la suite, parce que sinon tu peux facilement mettre 2-3 jours à récupérer. Il y a un truc qui peut t'aider à te faire tenir, qui est incroyable et que j'ai découvert lors de mon premier voyage, c'est le café vietnamien. Le café vietnamien, c'est du Robusta, 100% Robusta, donc c'est pas du tout ce qu'on a chez nous. Il est préparé d'une façon extraordinaire, avec une espèce de petite tasse à trou-trou qui filtre le café. Vous allez avoir un café qui est noir foncé, presque sirupeux, avec des petits parfums de caramel. 2 cafés comme ça, et ça te met la petite fusée dans les fesses jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est joliment dit. Ouais, non, c'est costaud, mais alors gustativement, c'est délicieux. Donc café noir, ça se dit café den. Et si tu rajoutes da à la fin, ça veut dire glacé. Donc café denda, c'est café noir glacé. Et là, servi avec des glaçons dans un verre. Et sinon, il y a le café suada. Et suada, c'est avec du lait concentré sucré et des glaçons. Là, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. C'est de la gourmandise. Et le goût de ce café, moi, je pense que c'est une des premières saveurs que j'ai expérimentées au Vietnam. Maintenant, à chaque fois que je vais au Vietnam, je ramène ce café en France. C'est souvent la source de mon excédent de bagages. Ah oui. Ah ouais. Et je ne bois plus que ça à Paris. D'abord, ça me rappelle le Vietnam qui me manque. Pas de problème. Ouais. Alors, on reviendra sur les boissons un petit peu plus tard. Là, l'objet quand même de ce podcast, c'est parler de la food et notamment la street food. Alors, toi, c'était quoi le but de ton voyage, ce 8e voyage au Vietnam ? Au-delà de l'enseignement, je me suis vraiment penché sur la street food, parce que la street food au Vietnam a une dimension toute particulière. C'est-à-dire que au moment du petit déjeuner, au moment du déjeuner et au moment du dîner, apparaissent des restaurants, ce que j'appelle des restaurants pop-up, c'est-à-dire que des restaurants s'installent sur les trottoirs. C'est pas vraiment des restaurants. Chaque cuisinier vient avec sa petite roulotte. Dans la roulotte, il y a un réchaud, du charbon pour faire chauffer les gamelles, des petites tables en plastique et des tabourets en plastique qui doivent pas faire plus de 25 cm de haut. Ça, c'est assez classique en Asie en règle générale. Ouais. Donc là, ils arrivent, ils s'installent toujours au même endroit sur les trottoirs, ils étendent les tables et ils font cuire leurs plats. Moi qui suis un peu passionné de cuisine, ce qui m'a saisi les premières fois où j'ai goûté, c'est la justesse des saveurs. Je trouvais que c'était à chaque fois extraordinaire, bien meilleur que dans les restaurants traditionnels. Et je crois que j'ai compris pourquoi. En fait, chaque personne ne prépare qu'un plat. Donc chaque mini-restaurant il y en a un qui fait le feu, donc cette espèce de petit pot-au-feu avec des nouilles. Un autre qui va te faire ce qu'on appelle des ban kwon, c'est des espèces de petites galettes de riz à la vapeur avec de la viande et des champignons noirs. Est-ce que tu imagines un cuisinier qui pendant 25, 30, 40 ans, tous les jours, exécute un seul plat, le même ? Forcément, il est nickel, il est parfait. Il a une maîtrise incroyable. Et donc là, tu t'assieds n'importe où. Tu commandes. Moi, au départ, je commandais sans savoir exactement ce que c'était, parce que je maîtrisais pas trop les noms en vietnamien. Tu vois marqué Hu Tiao, tu sais pas trop ce que c'est. Je dis, je vais prendre ça. Et après, si tu veux autre chose, ce qui est génial, c'est que si tu veux un autre plat, tu peux le demander à la personne qui tient le restaurant où tu t'es assis. Elle va aller l'acheter chez le restaurant d'à côté, elle va te l'apporter. Elle va aller te chercher une boisson à droite, un dessert à gauche. Encore qu'ils sont pas très desserts, hein, les Vietnamiens, ils sont... Ce qui leur permet de préserver leur ligne, parce que quand même tout le monde est gaulé dans ce pays. Oui, il n'y a pas de fat. C'est pareil, c'est le pays qui compte le plus faible taux d'obésité au monde. C'est une cuisine qui repose beaucoup sur des bouillons. Oui. Et qui a une dimension un peu médicale, c'est-à-dire que chaque composition culinaire obéit aux lois du yin et du yang. Il y a des aliments qui sont yin, des aliments qui sont yang, et chaque élément doit être contrebalancé par un autre aliment qui l'équilibre. Je peux te donner un exemple qui est assez intéressant. Par exemple, la viande de buffle, c'est un aliment yang, parce que le buffle est froid, il vit dans l'eau. Donc on va équilibrer la viande de buffle avec du gingembre qui est yin, qui est chaud, et qui va avoir cette dimension médicale de poison contre poison.
Et la nature est bien faite, quand tu mets ces deux éléments dans ta bouche, il y a un accord parfait. A contrario, la viande de bœuf, on pourrait imaginer que c'est la même chose, sauf que le bœuf qui vit sur la terre est yin, et là tu vas équilibrer la viande de bœuf avec du basilic thaï ou de la coriandre. Et le mariage, gustativement, est encore parfait. Donc en fait, ça obéit à des règles médicales, entre guillemets, et gustativement, tu t'y retrouves. Donc tout est parfaitement équilibré. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans ton travail, c'est que tu ne t'occupes pas que de la saveur ou que de la physionomie du plat, mais il y a quand même une dimension culturelle derrière qui te tient à cœur plus que jamais, quoi. Science sans confiance. Forcément. Et puis si on part voyager, c'est quand même... il faut avoir cette curiosité-là. Ouais. Alors, tout le monde ne l'a pas, mais il faut l'avoir. Moi, c'est vrai que ça repose, je pense, plus sur une nature que sur un métier. Hein. Après, le métier de journaliste t'aide à développer cette nature curieuse. Mais ouais, j'ai cette curiosité. Alors après, c'est pas toujours facile à satisfaire cette curiosité parce que tu es dans un pays dont tu parles pas la langue, donc c'est pas toujours simple de comprendre maintenant. Maintenant, tu trouves évidemment sur Internet de quoi te documenter. Et puis encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, moi, mon métier, c'est d'aller chercher des informations, de les digérer et puis de les transmettre de cette manière-là. Alors justement, tu nous as fait partager, pas en live, mais presque sur ton compte Facebook, tout un tas de petites vidéos tournées là-bas, un petit peu partout sur les marchés. Quel a été ton point de départ pour tourner ces vidéos-là et ton axe? Comment tu as travaillé en fait pour le behind the scene de la réalisation de ces petites pastilles? C'est un peu le hasard, hein. Au départ, je voulais vraiment faire des vidéos pour toi, pour les copains, pour faire partager ces moments. J'ai partagé ta vidéo mais je sais. sur la boisson. et j'avais à cœur de partager ça, et j'avais envie de le partager sans couper. Donc j'ai fait des vidéos volontairement d'1 minute, mais qui sont 1 minute d'un seul bloc. Je voulais pas édulcorer mon propos, faire des montages. Je voulais que ce soit vraiment brut, un petit peu comme ce que n'importe qui filme avec son téléphone. Alors évidemment, avant de filmer, j'ai essayé de concentrer en 1 minute le plus d'informations possible. Mais c'est pas que de l'information, c'est aussi un partage de sensations, d'émotions, de moments de vie. J'ai eu envie de partager ces plats comme si je les mangeais devant chaque personne qui va le regarder en disant « Oh là là, mais sens-moi ça, goûte-moi ça, tu vas voir, c'est génial ». Et je crois que tu fais partie de ceux qui ont eu la bave aux lèvres. Moi, j'ai plein de copains, plein de gens qui commentaient mes vidéos en disant « C'est malin, à peine après avoir vu ta vidéo, je suis descendu chercher un Viet pour aller m'acheter à bouffer ». Et c'était l'idée. L'idée, c'est de donner de l'appétit, à la fois de l'appétit de goûter, puis l'appétit de savoir, de découvrir. Alors, je te cache pas que il y a des choses qui m'ont donné envie, il y a d'autres choses qui m'ont pas repoussé. Après, ça, moi, je vois ça avec mes habitudes occidentales et voilà. Mais toi, tu as cette curiosité de goûter à tout. C'est pas donné à tout le monde, ça, parce que on en parlait tout à l'heure avant de commencer. Il faut vraiment avoir envie et rien ne te repousse, toi, en l'occurrence. Bien sûr que si, il y a des choses qui peuvent me repousser sur le papier. Après, je pars du principe que si un autre être humain le mange, je dois pouvoir le manger. Et puis, c'est toujours cette curiosité. J'aime comprendre comment fonctionne le goût des autres. Donc je me dis, s'il y a des gens qui raffolent, par exemple, j'ai mangé des œufs couvés, donc c'est un œuf qu'on mange 2-3 jours avant l'éclosion. Je me souviens de ta physionomie après avoir dégusté ce plat. Oui, alors c'est vrai que quand tu dépiotes le plat, il y a un bébé oiseau quand même qui est un peu lové sur lui-même, hein, que tu manges normalement d'une bouchée sans regarder. Alors moi, au départ, j'ai mangé des œufs couvés comme ça sans regarder ce que c'était. Je trouvais ça hyper bon. Et puis j'ai commencé à avoir des petites nausées quand j'ai dépioté le plat et que j'ai regardé. Mais finalement, c'est pas le plat en soi qui m'a écœuré, c'est mon cerveau. C'est l'idée, ouais. C'est juste ça, en fait. Donc, c'est plutôt facile de lutter, en fait, de se dire, oui, c'est psychologique, purement psychologique. Donc, j'essaye de passer outre parce que, encore une fois,
je me sens ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Et je me dis, s'il y a des gens qui aiment ça de façon sincère, je vais essayer de comprendre pourquoi ils aiment ça. Et donc, avec les armes que j'ai en matière de cuisine, je vais essayer de comprendre quel est le produit, comment est-ce qu'il a été préparé, comment est-ce qu'il a été assaisonné. Après, il y a des choses, encore une fois, on a tous un goût, mais il y a des choses que j'aime plus que d'autres, d'autres que j'ai pas aimé du tout. Il y a des saveurs très fortes. Alors justement, dans ce que tu as adoré en termes de saveurs, c'est quoi ? Alors le feu d'abord. Feu, ça vient du français pot-au-feu. C'est un bouillon d'herbe avec du bœuf ou une autre viande. Alors feu bœuf, ça veut dire bœuf. Feu gras, c'est au poulet. Le feu, c'est extraordinaire, c'est un grand bol avec des nouilles de riz, donc de la viande, plein d'herbes, mais vraiment une touffe d'herbes. Et je me suis rendu compte que nous en France, on ne sait pas trop consommer les herbes, c'est-à-dire que parfois on met un petit peu de persil, un petit peu de coriandre. Chez les Vietnamiens, on met un bouquet entier, quoi. Et ça... Oui, ça donne une saveur, vraiment, on les ressent. Oui, on les mange, quoi. Ouais, c'est pas juste pour assaisonner, c'est un aliment, les herbes aromatiques. Donc le feu, ça a été un truc que j'ai adoré. Le ban quan, donc cette petite crêpe de riz, c'est très fin, cuit à la vapeur, et ensuite roulé avec un peu de viande hachée, des champignons et des herbes. Comment te dire, tous les plats, en fait, m'ont enchanté globalement. Tout ce que tu manges dans la rue. Le cao lao, c'est une petite soupe de nouilles avec de la viande de porc et de la peau de porc croustillante, soufflée. En fait, ça mérite... T'as envie de t'arrêter partout. Dans ces rues-là, ces petits pop-up là, de street food, on les trouve dans toutes les rues ou on les trouve regroupés dans un quartier particulier? Partout. C'est ça qui est génial, partout. De toute façon, le signal, si je dois te donner un conseil, dès que tu vois des petites tables en plastique et des petits tabourets en plastique, assieds-toi. Cherche même pas ce qu'ils préparent. Laisse-toi porter par la surprise. Il y en a qui préparent des boissons, il y en a qui préparent de la bouffe. Il y a une boisson incroyable qui s'appelle Nuoc Mia. Alors Nuoc, N-U-O-C, comme il y a dans Nuoc Mam. Ouais. En fait, Nuoc, c'est l'eau. Donc l'eau minérale, ça se dit Nuoc. Nuoc Mam, c'est l'eau de poisson. Nuoc Mia, c'est l'eau de poisson pourri. Non, Nuoc Mia, c'est de l'eau de canne à sucre. Donc en fait, c'est des cannes à sucre qui sont passées au laminoir, on en extrait le jus. Par-dessus, on presse un tout petit agrume qui s'appelle quot, qui ressemble à des mini oranges vertes, avec une petite acidité incroyable. Et alors là, cette eau de canne à sucre, mamma mia, tu peux en boire toute la journée, c'est rafraîchissant. Après, tiens, Nuoc Dua, c'est la noix de coco fraîche. Donc là, un petit coup de machette pour l'ouvrir. Une paille, je précise, des pailles végétales au Vietnam. Il y a un moment qu'il n'y a plus de paille en plastique. On utilise donc une plante qui a une tige creuse qu'on a mise à sécher, qu'on plante dedans. Ça, tu bois ton petit eau de coco, c'est dingue. Et tu peux t'asseoir n'importe où. Et puis même si le plat te plaît pas, en moyenne, ça coûte à peu près 1 euro par personne de manger. J'imagine que ce sont essentiellement les locaux. Ou est-ce qu'il y a quand même quelques touristes qui s'arrêtent à ces pop-up? Non, il y a quelques touristes qui s'y arrêtent quand même. Après, il y a plusieurs types de touristes. Il y a ceux qui sont curieux, puis il y a ceux qui restent cantonnés dans leurs hôtels. Moi, j'ai envie d'encourager à la curiosité parce que, encore une fois, rester à l'hôtel en disant « Oh là là, ça a l'air un peu sale, machin », c'est se positionner tout de suite au-dessus des gens chez qui on est. Je suis pas tellement dans cet état d'esprit. Un jour, il m'est arrivé j'étais en train de manger comme ça dans la rue et un couple de touristes français m'avait reconnu. Donc ils disaient « Ah, vous êtes français, mais c'est pas dangereux de manger à cet endroit ?» Je leur ai dit « Si, c'est très dangereux, vous devriez aller manger un steak frites à l'hôtel Mercure. C'est sûr que comme ça, vous allez bien découvrir le Vietnam. » Je veux dire, si toute la population mange de cette manière, à un moment, après c'est un complexe très français de toujours vouloir comparer ce que font les autres par rapport à ce qu'on fait nous et de se sentir systématiquement supérieur et donneur de leçons. Moi j'ai découvert vraiment une gastronomie de la rue qui est incroyable. Alors ça c'est à partir de quelle heure? Est-ce que les Vietnamiens mangent à toute heure comme en Thaïlande? Ça un peu à toute heure. À n'importe quelle heure? Ouais, tu peux manger à peu près à toute heure.
Évidemment, il y a des pics de fréquentation, on va dire. Alors, dans le rythme de vie des Vietnamiens, les Vietnamiens se lèvent le matin aux alentours de 4h30, 5h moins le quart. De 5h à 6h, tout le monde fait du sport. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc, t'es un peu vietnamien dans l'âme, là, quoi. Je m'y suis mis, en fait. Je m'y suis mis et c'est tellement agréable. Ouais. C'est-à-dire que tu vois vraiment des gens en pleine forme, quel que soit l'âge. Ça commence à la maternelle, on fait 1 heure de sport tous les jours. Donc, les Vietnamiens font du sport de 5 à 6. Vers 6h, ils rentrent chez eux, prendre une douche, ils s'habillent. Et vers 6h30, on mange. Et là, les trottoirs se remplissent de petites tables. Alors le feu, c'est vraiment le plat du petit-déj. 6h30 du matin ? Du matin, oui, du matin. Et là, c'est plein. Et là, il y a du monde partout et tout le monde mange. Ah ouais. Ouais. Alors chacun... Ce qui est génial, c'est que chaque petit resto pop-up propose un plat. Donc moi là, écoute, j'ai dû manger 28 plats différents en 28 jours. J'ai jamais mangé 2 fois la même chose. Et c'est à chaque fois des sauts périlleux tellement c'est bon, quoi. Alors il y a quelques plats frits, hein. Évidemment le nem, beaucoup de gens attribuent à la Chine. Le nem, c'est typiquement vietnamien. Ouais. Et alors d'ailleurs les nems, nous on les enroule avec de la salade et des feuilles de menthe. Au Vietnam, ils utilisent une feuille de shiso à la place de la menthe. Ouais. Et là ça donne une saveur mais complètement folle. Il faut vraiment y aller sans appréhension. Moi, en 8 voyages au Vietnam, je n'ai jamais été malade en mangeant dans la rue. Jamais. Ouais. Toujours sel moulé luisante, impeccable. Mesdames et messieurs, bon appétit. Non mais vraiment, ni une nausée, ni impeccable. Parce que d'abord, tout est extrêmement cuit ou frit, et donc pas de traces de bactéries. Alors du coup, est-ce que tu as poussé la curiosité quand même d'aller dans certains restaurants? Alors je parle pas forcément de ces restaurants pour touristes parce que ça il y en a partout, mais est-ce qu'il y a des restaurants pour les locaux? Oui, il y a des restaurants. Il y a des restaurants qui sont beaucoup plus chics que les petits restaurants pop-up où on peut déguster des spécialités assez étonnantes. Il y a vraiment de tout. En fait, le conseil, c'est suis le vietnamien. Voilà. Le vietnamien un peu plus fortuné va aller manger dans des restaurants un peu plus académiques où en général on est assis sur des chaises plus hautes. Et je te donnerai quelques adresses, surtout à Hanoï, de restaurants classiques mais incontournables, notamment un restaurant qui s'appelle Quan An Nhong où en fait là c'est des tables à taille européenne avec des chaises et c'est au milieu d'une cour et tout autour de la cour il y a plein de petites cuisines où ils préparent différents plats. Là ça vaut le coup. Et puis après il y a des restaurants de spécialité que tu vas pas trouver dans la rue, par exemple des restaurants qui cuisinent de la tortue, d'autres qui cuisinent du serpent. Ça c'est quand même des trucs spéciaux. D'abord parce que pour cuisiner de la tortue il faut un agrément particulier parce que c'est des espèces protégées. Donc il y a certains restaurants qui ont le droit de cuisiner la tortue parce que ils les élèvent à ces fins là. Tout est assez réglementé quand même. La viande en général qu'ils mangent, c'est quoi? Du bœuf? Du porc, du bœuf, du poulet. Pas de chien? Du chien, si, on en trouve. On trouve du chien, mais c'est pas majoritaire. Voilà. Il m'est arrivé de tomber sur quelques cocottes dans lesquelles tu voyais dépasser une tête et une queue de chien. Après, voir ça en France, j'aurais eu du mal. Après, moi, je ne juge pas la culture des gens. Ils mangent du chien, mais finalement, ça reste assez anecdotique. C'est même presque de l'ordre du folklore aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois pas des restaurants spécialisés dans le chien. On en mange, oui. Mais c'est pas... Il y a des choses étonnantes à déguster, notamment les œufs couvés, je recommande. C'est vraiment un moment particulier. Alors ton voyage t'a amené d'abord à Hanoï. Oui. Et ensuite à Da Nang. Ensuite à Da Nang. Alors la différence entre ces deux villes, est-ce qu'il y a une différence de culture, d'habitude? Oui, alors le rythme de vie à Da Nang. Alors Da Nang c'est la 3e ville du Vietnam, 3e ville qui compte quand même 7 millions d'habitants. Bord de mer. En bord de mer de Chine. La vie est beaucoup plus lente.
Les gens sont beaucoup plus détendus, hein. C'est comme si tu faisais Paris-Nice, quoi. En gros, la pause déj dure 2h30 à Da Nang. Ouais, parce que les gens, par exemple, les gens qui travaillent à Da Nang rentrent chez eux le midi, mangent en famille, font une sieste et retournent au boulot dans la foulée. Alors qu'Hanoï, c'est vraiment une capitale, ça court davantage. Bon, ben, t'as quand même, la pause déj, c'est à peu près 1 heure à Hanoï, c'est 2h30 à Da Nang. La présence de la mer et de la plage aussi change beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'à Hanoï, le matin, les gens font du sport en ville, alors partout, hein, sur les trottoirs, dans tous les jardins. Et là, Da Nang, ce qui est très intéressant, c'est qu'à 5h du matin, la plage se remplit de monde d'un coup. Mais c'est noir de monde. 5h du mat. À 5h. De 5 à 6, la plage est noire de monde. D'abord parce que les Vietnamiens n'aiment pas prendre de coups de soleil. Ils n'aiment pas bronzer. C'est les Nha Quay qui bronzent. Alors Nha Quay en vietnamien, ça veut dire paysan. Donc ils cherchent à tout prix à se protéger du soleil. Donc ils font du sport très tôt à la plage. Et alors tu vas à la plage de 5 à 6, la plage est noire de monde. Et à 6h15, elle est déserte. Et après toute la journée, il n'y a que des Occidentaux à la plage. Et elle se re-remplit vers 6h, 6h30. Et là, il y a des pop-up restaurants qui viennent s'installer sur la plage. Donc il y a des gens qui arrivent sur la plage avec des roulottes. Ils installent des tables, des tabourets. Ils font la popote sur la plage. Et là, tu peux t'installer. Alors là, souvent à la plage, dans la région de Da Nang, on fait un truc qui s'appelle chow. C'est une soupe de riz. Alors le chow aux fruits de mer, c'est à mourir. Il y a un côté hyper régressif. Souvent, c'est ce qu'on donne aux enfants, la soupe de riz. Mais là, avec des fruits de mer, un peu de piment et des herbes. Et puis tu manges ça assis sur un petit tabouret, les pieds dans le sable. C'est un bonheur. Donc Da Nang, c'est une ville avec un rythme un peu plus lent, une cuisine un petit peu plus relevée, parce qu'on n'est pas très loin de Hue. Hue, ça a été une capitale du Vietnam il y a longtemps. Donc la cuisine de Da Nang est légèrement plus épicée. Distance en avion de Hanoï à Da Nang. Hanoï, Da Nang, c'est 1 heure, un peu plus d'1 heure d'avion. Un peu plus d'1 heure d'avion, 60 € à peu près, le voyage. Et puis le fait d'être en bord de mer, beaucoup de poissons et de fruits de mer. Énormément. Alors jetez-vous sur les langoustes, évidemment, il y en a à foison, des crabes, des coquillages. Alors tous les coquillages sont cuits, même les huîtres. Les huîtres, elles passent au barbecue. J'ai goûté un bouillon de palourde à la citronnelle. La simple évocation me remplit la bouche de salive. C'est incroyable. Vraiment un délice. Filet de bave, là, tu peux l'enlever. Je sais. Et après, donc à côté de Da Nang, il y a une ville qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'appelle Hoi An, qui est la ville des lanternes. Donc ça a été une ville qui a été colonisée par les Japonais, dont on trouve un vestige, un très vieux pont japonais qui abrite aussi des commerces. Il y a une rivière qui passe dans cette ville et tous les soirs, tu peux allumer une petite lanterne, une petite bougie flottante que tu vas déposer sur la rivière en ayant une pensée pour qui tu veux, ça ne me regarde pas. Et donc, dès la nuit tombée, alors la ville se part de milliers de lanternes accrochées aux maisons, des lanternes de toutes les couleurs, des rouges, des violettes, des roses, et sur la rivière, des petites bougies qui flottent. C'est délicieusement romantique. C'est la ville des tailleurs aussi, donc là, si tu veux te faire des vêtements, c'est l'endroit où il faut aller. La mer est à 3 minutes. Et c'est vraiment un endroit extrêmement agréable. Alors je crois qu'au Vietnam, ça c'est pour le côté pratique, il n'y a pas de location de voiture. Non, tu peux... Alors, je vais pas être catégorique là-dessus, mais j'ai jamais vu de touristes louer des voitures. Tu peux louer des motos. À condition d'avoir fait faire ton permis international, qui est ni plus ni moins qu'une traduction en vietnamien de ton permis français. Ouais, c'est très facile à faire, mais pensez à le faire parce que ça prend 2 semaines. Dans pas mal de pays, on vous demande ça. Ça doit coûter juste le prix du timbre et encore. Moi, je l'avais eu gratuit, mais je crois qu'en le faisant refaire, j'ai dû payer un petit quelque chose. Mais c'est pas cher, mais pensez à le faire parce que c'est important ça. Oui, parce que alors jusqu'à l'année dernière au Vietnam, on pouvait louer des motocyclettes sans aucun document. Alors maintenant, on peut les louer sans document. Mais si vous vous faites arrêter par la police et que vous n'avez pas le permis international, à ce moment-là, vous allez être obligé d'aller au commissariat. Ils vont bloquer la motocyclette pendant 7 jours. Voilà. Est-ce qu'on est en mode backchiche avec la police ? Pas du tout. Non, on backchiche pas la police. Ça peut même vous apporter de sévères ennuis de tenter de soudoyer un fonctionnaire. C'est-à-dire que les fonctionnaires de l'État vietnamien sont choyés par l'État pour qu'il n'ait pas cette tentation-là.
C'est des gens extrêmement honnêtes. Moi, j'ai eu affaire plusieurs fois à la police au Vietnam. J'ai pas du tout eu le sentiment d'être en dictature. Pour quelle raison? Pas pour des histoires de circulation, des contrôles d'identité. Alors, la police est très peu présente. Hein. On les voit quasiment jamais. Les policiers sont beaucoup plus présents en France qu'au Vietnam. On les voit quasiment pas. Par contre, régulièrement, ils se livrent à des contrôles routiers. Après, c'est vraiment pas un pays où vous allez être embêté. Vous allez être embêté si vous commettez des actes illégaux, ce que je vous encourage pas à faire. Mais c'est très sympa. Alors en revanche, pour les déplacements assez longs, il y a des taxis. Moi, je suis allé de Da Nang jusqu'à My Son. My Son, c'est des ruines de l'époque des Cham, donc c'est à peu près la même période que les temples d'Angkor. On a fait 1h15 de taxi aller, le taxi nous a attendus pendant 2 heures et 1h15 de taxi retour, je crois que ça a coûté 14 € en tout de taxi. Voilà. Ça va. Ça reste raisonnable. Ça va. Hein, on est pas mal. Après, pour tout ce qui est interurbain, donc sur les longues distances, moi je vous recommanderais plutôt l'avion parce que les trains sont très très lents. Après, si vous avez le temps, les trains vietnamiens, c'est un voyage dans le temps, c'est... Comme toujours, en général, les trains, c'est de la poésie, bah ouais, quelque part. Mais il faut avoir le temps, effectivement. Ouais. On paye en quoi, là-bas? On paye en dong. Alors, le Vietnam dong, c'est une monnaie... les plus grosses coupures en dong, c'est 500 000 Vietnam dong. 500 000, ça équivaut à peu près à 20 €. Donc, si tu retires 40 €, t'es millionnaire. T'as 1 million de dong. Et alors, il y a un truc qui est génial, c'est que la plus petite coupure, c'est un billet de 1000 dong. Et tu n'as pas de pièces de monnaie. Il n'y a que des billets. C'est pas mal, ça. Bah, c'est pas mal. Ouais. Moi qui sème des pièces dans mes poches à chaque fois que je m'assieds. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que vous verrez souvent des Vietnamiens avec des liasses de bifton pas possible. Des millions et des millions de dong. En fait, il n'y a pas de vol dans ce pays. C'est un pays extrêmement safe. Vous pouvez sortir des liasses de billets pour payer dans les commerces. Vous n'attirerez pas la convoitise des autres. Il n'y a pas de vol, pas de violence, pas de vandalisme. Alors on voit ça pas mal en Thaïlande, quoique a priori ça commence quand même, il commence à y avoir des premiers cas de vol, mais quelque chose qui m'a frappé, et je présume, tu vas me confirmer ou pas que c'est comme ça, lorsque tu loues une moto ou un scooter, je sais pas si on loue des scooters là-bas. Oui, c'est des scooters. Tu vas en Thaïlande, toutes les clés sont sur les scooters avec les casques qui sont posés sur la selle. Oui, c'est pareil. Voilà. On vole jamais rien. Non, alors c'est toujours pareil. Quand je dis que c'est une société dans laquelle les gens se préoccupent les uns des autres, ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que les gens vont se préoccuper d'autrui s'il n'a pas l'air d'aller bien, mais si quelqu'un est en train d'essayer de voler quelque chose, bah, tous les autres vont lui dire, dis donc, on t'a vu, c'est pas bien ce que tu fais. Et donc... finalement, cette espèce de vivre ensemble fait que il y a une vraie prévention. Je veux dire, à Paris, tu passes à côté d'un mec qui est en train de casser le néman d'un scooter, tu changes de trottoir, tu regardes ailleurs en te disant c'est pas mon problème, c'est pas mon scooter. Au Vietnam, ça marche pas comme ça. Quand un enfant fait une bêtise dans la rue, n'importe qui a la liberté d'éduquer l'enfant. Tous les enfants sont les enfants du peuple. En fait. Alors qu'à Paris, jamais tu t'aventurerais à faire une réflexion à un enfant qui n'est pas le tien. Moi, j'aime bien cet état d'esprit où c'est une véritable société. On n'est pas dans de l'individualisme à outrance. Moi, tous les matins, j'allais courir sur la plage. Je laissais sur mon sac mon téléphone et puis un petit haut-parleur pour faire des pompes après en musique. Je partais courir avec la certitude que je retrouverais toutes mes affaires en revenant. Et ça a été le cas à chaque fois. Pendant 1 mois, tous les matins, j'ai laissé mes affaires sur la plage. Il ne m'a jamais rien manqué. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. C'est-à-dire que même dans les villes qui grouillent de monde, il peut arriver quelquefois qu'il y ait un vol. C'est très rare. On n'a pas abordé l'aspect hébergement. Alors, c'est extrêmement simple. Au Vietnam, tu trouves des homestays. Donc, c'est des chambres chez l'habitant. Alors, c'est semi-professionnel quand même. C'est-à-dire que tu vas avoir des maisons dans lesquelles tu as 5-6 chambres avec un numéro de chambre, une clé. Ça ressemble à des hôtels.
ça coûte entre 10 et 25 €. Après, il y en a qui peuvent monter au-delà de 100 € quand c'est extrêmement chic. Mais en gros, pour 15 € la nuit, à 2 plus le petit-déj, t'es royal. J'ai regardé des Airbnb à Hanoï. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. On était entre 10, 15, 25 balles et pour 50 balles, tu avais un grand appart. Hein. Pour 50 balles, tu peux même aller à l'hôtel, tu as des chambres d'hôtel magnifiques, vraiment avec... Non, l'hébergement ne coûte pas cher, la bouffe ne coûte pas cher. Moi, j'aime bien les petits homestays. Alors effectivement, ils sont tous sur Airbnb ou sur Booking. C'est extrêmement simple. La plupart du temps, on ne te demandera même pas de payer d'avance. La règle, c'est que juste quand tu arrives, tu laisses ton passeport. Il faut une copie du passeport. C'est extrêmement simple. Évidemment, les tarifs en général, c'est petit déjeuner compris. Et puis alors les petits déjeuners, c'est pas une paire de tartines avec un bout de beurre. Il y a des corbeilles de fruits extraordinaires, toutes sortes de plats. C'est vraiment très simple. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'hébergements. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses que tu peux choisir au jour le jour. Nous, je sais qu'il nous est arrivé souvent de réserver une nuit en disant on verra ce que ça donne, est-ce que si on a envie d'aller ailleurs ou pas. C'est hyper facile. Alors en fait, tu trouvais tes logements où? Sur Booking? Sur quoi? Airbnb plutôt. Airbnb, Airbnb, Booking. Ok. Et tu peux régler en carte bleue? Oui, la plupart du temps, mais sinon il y a pas mal de distributeurs, donc tu peux les retirer des sous. Ok. C'est pas très difficile. Et un mémo technique pour arriver à jongler avec tous ces billets, parce qu'il y a combien de sortes de billets du coup? Alors il y a 500 000, 200 000, 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1000. Ah ouais. En gros, 20 €, c'est 500 000. Tu prends ton téléphone, tu as des convertisseurs partout. Alors d'ailleurs, tiens, un petit conseil, dès que tu arrives au Vietnam, tu vas acheter une carte SIM pour avoir une carte locale. En gros, pour 4 €, tu as un abonnement d'1 mois avec accès Internet illimité en 4G. Ce qui va te permettre d'utiliser ton GPS, tes accès Internet pour réserver des chambres d'hôtel. Donc nous, on était à 2 en fait. On avait donc un téléphone qui était en mode avion, évidemment. Données cellulaires désactivées, forcément. Mais en fait, tu prends une carte SIM locale, je dis 4 € pour le mois et... T'es nickel, quoi. T'es nickel parce que tu peux avoir accès à Internet partout. Tu parlais de GPS, ça c'est quand même un truc important lorsque on voyage loin. Je présume que Waze fonctionne là-bas. Ouais, sûrement. Alors moi, j'utilise pas Waze. En fait, j'utilise une appli qui s'appelle City Maps to Go. Ouais. Qui te permet d'utiliser des cartes même quand il n'y a pas de couverture 4G. En fait, l'appli te géolocalise. Mais Waze fonctionne. L'ensemble du pays est couvert. Moi, je me suis retrouvé à chercher des petites rues sur une île. Tout est cartographié. Oui, mais alors du coup, pour rentrer le nom des rues dedans, est-ce que toutes les rues sont écrites en vietnamien ou écrites en anglais aussi? Alors non, il n'y a rien en anglais. Il n'y a rien en anglais. Alors pour rentrer dans ton GPS... En fait, au Vietnam, on utilise quasiment le même alphabet que chez nous, à l'exception de certains signes qui vont te donner une indication de ton sur les voyelles. Donc il y a des espèces de petits ronds, de petits accents. Mais si tu rentres uniquement les lettres, parce qu'on utilise l'alphabet latin, tu t'en sors. En revanche, n'essaye même pas de prononcer les mots pour parce que là on va pour ton chauffeur de taxi au bout du bombe. Non, mais c'est pas ça, c'est que simplement, selon, par exemple, il y a un exemple qu'on donne souvent au Vietnam, c'est ma, le M-A. Tu peux dire ma, tu peux dire ma. Et ben à chaque fois c'est un mot différent. Ça veut dire maman, ça veut dire fantôme, ça veut dire... Donc tu risques de partir à côté complètement. Quand tu prends un taxi, tu montres l'adresse. D'accord. Mais si tu essayes de le prononcer, tu es sûr de tomber à côté. Moi, en 8 ans de Vietnam, j'arrive toujours pas à prononcer correctement certains mots, quoi. C'est très difficile. Après, il faut avoir le temps, mais apprendre le vietnamien, je vais m'y mettre là. Je suis en train, puisque je vais m'y installer bientôt.
Et j'ai de bons espoirs de pouvoir le parler et de me faire comprendre. Mais c'est pas ça. Ouais. Après, tu sais, il y a de plus en plus de choses qui arrivent et qui facilitent un petit peu la vie. Les traducteurs. Alors ça, c'est super important à utiliser Google Trad. Ouais. C'est-à-dire que quand vraiment tu n'arrives pas à communiquer avec quelqu'un, tu tapes un truc, ça te le traduit en vietnamien, tu montres ton téléphone. Et là, moi, j'ai réussi à résoudre beaucoup de choses. Parfois, ça se fait à la voix. Et tu sais que maintenant, tu as des nouveaux trucs qui arrivent là que j'ai testé, que j'ai entendu en test. T'imagines que tu as tes intonations, c'est une voix artificielle, mais qui va vraiment t'imiter. Mais alors pas à la perfection pour l'instant, mais on va retrouver ton timbre de voix, ton intonation, etc. Et tu vas parler en direct. Tu vas juste mettre un écouteur que tu vas donner à ton interlocuteur et tu vas parler normalement et tu vas pouvoir parler en toutes les langues, et en vietnamien et en russe et en chinois comme tu veux, instantanément. Donc il y a un moment... Tu veux dire qu'on va avoir de moins en moins besoin de notre cerveau ? Exactement, mais ça veut dire que l'apprentissage des langues, qui est quelque chose d'assez compliqué pour, en tout cas, les Français, ça va être open. Grâce à un petit truc, un petit gadget que tu vas mettre. Génial. Et ça, c'est génial. Et d'un autre côté, j'aime bien le confort de l'incompréhension. C'est quand tu es dans un pays seul, avec des gens qui parlent partout autour de toi et que tu ne comprends rien à ce qui se dit, je trouve que c'est une sensation hyper agréable parce que tu es uniquement bercé par le son des conversations. Ouais. Et puis il y a un truc, notamment en Asie, c'est que ce ne sont pas les mêmes inflexions de voix que nous pour traduire un sentiment. C'est-à-dire qu'un Vietnamien qui est très en colère va pouvoir s'exprimer très calmement avec le sourire. Il n'empêche qu'il est très en colère. Donc nous, quand on est en colère, on a les yeux qui sortent de la tête, on devient tout rouge, on est penché en avant, on crie. Alors au Vietnam, comme dans toute l'Asie du Sud-Est, tu ne cries pas. Tu ne t'engueules pas avec les gens. Quand tu as un problème, tu le résous en parlant calmement avec le sourire. Il n'y a rien de pire que de faire perdre la face à quelqu'un. Donc faire perdre la face, ça veut dire humilier quelqu'un publiquement, l'engueuler. C'est une des bases aussi à Bali où il ne faut jamais faire ça. Culturellement, ça ne se fait pas. Donc tu peux pas savoir quand quelqu'un te parle s'il est content, pas content. Sauf évidemment lorsqu'il brandit le doigt du milieu. Là, finalement, on est sur du langage universel. Mais ça arrive assez rarement. Ouais. Alors, ces pastilles vidéo, là, bon, pour l'instant, elles sont visibles sur ton compte Facebook. Je vais les mettre un petit peu sur YouTube, mais l'idée, c'est d'essayer de les proposer à des sponsors qui voudraient utiliser ça comme contenu pour mettre en avant leur marque et de pouvoir, par ce biais, me faire financer ce tour du monde de la street food pour pouvoir faire découvrir au plus grand nombre tout ce qu'on mange dans la rue et puis par extension comment on vit dans la rue sans être uniquement sur du hip-hop et du tag. Mais je pars du principe que la rue, c'est le chemin emprunté par tous les gens qui sortent de chez eux pour aller quelque part. Donc ce qui m'intéresse, c'est évidemment au premier lieu de savoir ce qu'on y mange dans ces rues, mais comment on y joue, comment on s'y déplace, comment on s'y habille, et puis qu'est-ce qu'on y trouve, quoi. Il y a toujours dans tous les pays des commerces étonnants, des gens étonnants, des ambiances, des sons, parfois des spectacles, des concerts. Voilà, donc j'ai envie d'aller battre le pavé aux quatre coins de la planète et puis de raconter ce que j'y trouve. Mais en attendant, tu as quand même choisi de t'installer au Vietnam. J'ai choisi de m'installer au Vietnam, absolument, parce que vraiment ce pays me réjouit à tout point de vue. Puis on dit souvent que le changement d'herbage ravit les veaux, et donc le veau a envie d'aller gambader ailleurs. Ça fait 25 ans que je suis à Paris et que je me retrouve à pester contre beaucoup de choses, et je me suis dit que plutôt que de continuer à pester, autant changer d'air. Les problématiques de visa, on n'en a pas parlé. Et si tu restes moins de 2 semaines, t'as pas besoin de visa, tu peux l'avoir à l'arrivée sur le territoire. Sinon, ça vaut quand même le coup de déposer une demande de visa auprès de l'ambassade du Vietnam ou du consulat. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. C'est bien de s'y prendre un mois et demi à l'avance, parce que parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Le dernier visa que j'ai demandé, je l'ai eu en 2 semaines. Ça pose assez peu de problèmes. Et qui est valable pendant combien de temps ? Tu peux avoir des visas de 3 mois à plusieurs entrées.
Il faut prendre entrée multiple, comme ça, une fois que pendant que tu es au Vietnam, tu peux aller faire un petit tour au Laos, un petit tour au Cambodge, un petit tour en Thaïlande si tu as envie. C'est assez facile à obtenir, hein, c'est juste un papier à remplir. Il y a vraiment peu de problèmes. Alors après, il faut bien se renseigner aussi pour le voyage sur les compagnies aériennes et les périodes. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où les billets passent du simple au double? Est-ce qu'il y a le cas, par exemple, en ce moment, on est au mois de juin. On est au mois de juin en ce moment. Paris-Da Nang aller-retour, c'est aux alentours de 1 000 €. Il y a des directs Paris-Da Nang? Je ne sais pas s'il y a des directs. Il y a des directs Paris-Hanoï, Paris-Ho Chi Minh Ville. Paris-Da Nang, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est une destination. Alors, c'est quand même un aéroport international. Moi, j'y suis allé via Qatar Airways. Donc 6 heures jusqu'à Doha, 2 heures d'escale à Doha, puis 6 heures jusqu'à Da Nang. Et en mai, les billets étaient à 550 € aller-retour. C'est aussi le tarif en septembre. Après, et actuellement, ils sont à 1000. En ce moment, ils sont autour de 1 000 €. Après, il y a plein de trucs, plein de manips à étudier. Par exemple, je pense que souvent les Paris-Bangkok sont un peu moins élevés. Donc, il y a peut-être moyen d'atterrir à Bangkok. Après, il y a une compagnie low cost vietnamienne qui s'appelle Vietjet. Je sais que Da Nang, Bangkok, c'était 85 € aller-retour. Ça vaut le coup d'étudier différentes possibilités et puis après éventuellement de modifier les dates de départ, hein, évidemment quand il y a des vacances, les prix montent. Dans sa valise, qu'est-ce qu'on met? Le minimum? On achète sur place. On met le minimum parce qu'on peut acheter énormément de choses sur place. Alors il y a notamment beaucoup de marques de vêtements et de chaussures qui font fabriquer au Vietnam. Et puis tous les vêtements qui ont un tout petit défaut, en fait, au lieu d'être détruits, se retrouvent sur le marché vietnamien. Donc c'est pas de la contrefaçon, c'est des vêtements avec des très légers défauts. Mais par exemple, j'ai acheté une paire de baskets qui est vendue à peu près 300 € en France. Je l'ai payé 8 € sur place. Et c'est pas de la contrefaçon? C'est pas de la contrefaçon en fait, c'est ce qui normalement devrait être détruit parce qu'il y a des petits défauts de fabrication et au lieu de les détruire, on les retrouve sur le marché vietnamien. Après, les contrefaçons, elles sont grossières, c'est-à-dire que par exemple, il y a des t-shirts Gucci où c'est comme Gucci mais ils ont inversé le G et le C. D'accord. C'est pas parce nécessaire. Que les voisins quand même en Thaïlande, ils sont très forts sur la contrefaçon. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de contrefaçons partout. Oui, c'est sûr. Après, voilà, au Vietnam. Alors après, il y a une série de boutiques qu'on retrouve dans tout le Vietnam qui s'appelle Made in Vietnam, qui sont une partie des vêtements fabriqués. Alors vous allez trouver du Zara, du Gap, du H&M. En fait, le gouvernement vietnamien impose aux entreprises qui font fabriquer leurs vêtements au Vietnam qu'une partie de ce qu'ils font fabriquer soit vendu sur le marché vietnamien au prix local. Donc vous allez pouvoir trouver Moi j'ai acheté des chemises Zara aux alentours de 2-3 € la chemise. Il y a vraiment, en termes de textile, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Donc il faut partir léger. Il vaut mieux partir léger. Ouais. D'abord parce que c'est un pays d'où tu as envie de ramener tout ce que tu peux. Tellement c'est formidable. Il y a de la soie, il y a des soies sauvages qui sont magnifiques, il y a des vêtements. Là je porte une petite chemise en lin que j'ai fait faire sur mesure Col Mao sur place, que je trouve très élégante, qui a dû me coûter une petite dizaine d'euros. C'est de plus en plus beau là, tu sais. Qu'est-ce qui nous arrive je te drague pas. Non mais moi j'ai essayé pour le coup, maladroitement sans doute. Mais... je suis pas un mec facile. Non, il y a pas grand chose à emporter ici. Alors c'est vraiment si vous avez un petit peu les fois une plaquette d'Imodium. Ouais. Au cas où, voilà, Imodium Smecta. D'ailleurs, si on tombe malade, pas de chance. Oui, pas de chance, mais alors si on tombe malade, il y a des hôpitaux qui sont parfaitement équipés, des dispensaires, des médecins. Il y a des médecins qui parlent parfaitement anglais. Ça, c'est si on tombe malade de petites maladies. Ouais. En cas de gros pépins, il y a de très bons hôpitaux à Hanoï, à Ho Chi Minh City. Sinon, à 1 heure de vol, il y a Bangkok et on sait que Bangkok, la Thaïlande, ça compte parmi les pays les plus performants du monde en matière de médecine. Est-ce que tu conseilles de souscrire quand même une bonne assurance? Toujours. Ouais. C'est toujours bien d'avoir une assurance. Et santé et risque. Santé, rapatriement. Voilà. Après, la plupart du temps, si vous avez une carte de crédit, ces assurances sont incluses dedans. Donc renseignez-vous. Moi, je sais que une Mastercard, quelle qu'elle soit,
il y a souvent dans la souscription une assurance. Et puis de toute façon, les compagnies type Europe Assistance, si vous avez un gros problème sur place, vous rapatrient d'abord et gèrent les problèmes financiers ensuite. Donc voilà, pour moi le plus gros danger au Vietnam, c'est la location de mobylettes. C'est là où vous prenez le plus de risques parce que le code de la route tel qu'on le connaît ici ne s'applique pas de la même manière au Vietnam. La conduite est freestyle, vraiment. Donc, les véhicules ne s'arrêtent jamais. Les gens roulent très, très doucement. Mais tout le monde passe à droite, à gauche. Donc, il n'y a pas vraiment de priorité. Ça demande quand même un vrai round d'observation. Il vaut mieux éviter de louer une motocyclette dans les grandes villes comme Hanoï. À Da Nang, c'est plus accessible. Tu parlais du taxi, mais est-ce qu'on peut également louer un chauffeur qui va nous attendre partout où on va? C'est une solution assez confortable, ça, finalement, non? Bien sûr, tu peux prendre... Alors ça, c'est plutôt les voyagistes qui vont te proposer ça. Il y a plein d'agences de voyage dans tout le pays qui te proposent des excursions, des trucs. Tu peux avoir une voiture avec chauffeur pour la journée. Sinon, je recommande de télécharger une application locale qui s'appelle Grab, G-R-A-B, qui est l'équivalent de Uber un peu. Mais ça marche avec des taxis-voitures et des mototaxis. Ah oui. Voilà, donc t'as Grab Bike. Là, ça coûte que dalle. Le mec vient te chercher à moto, il te file un casque. Bon, alors le casque, c'est des casquettes en plastique. Hein. C'est ça. Si vous avez l'intention de louer une moto pour faire de longs trajets, ça demande un petit investissement en matière de sécurité. Le problème, c'est que c'est un pays où il fait très chaud, où on est vite tenté de rouler à moto en tongs, en short et en t-shirt. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Dans ces cas-là, l'accident, c'est assez mauvais. Je sais que la plupart des évacuations sanitaires, c'est souvent des accidents de la circulation. Donc c'est pour ça que pour tout ce qui est intercité, moi je recommanderais davantage le taxi. Ou après, il y a des excursions en groupe où là c'est carrément moins cher. Alors une chose par rapport au climat, c'est que c'est très humide, donc forcément moustiques. Est-ce que les mosquitos sont tes amis? Ils sont domptables? Moi, j'ai pas une peau à moustiques, mais je pense qu'il vaut mieux acheter les produits anti-moustiques locaux parce que les moustiques sont pas les mêmes à travers le monde. Ouais. Et les protections qu'on va avoir nous pour les moustiques en France vont pas être forcément bonnes. Après, il y a des produits là-bas. type 5/5, je crois, qui te proposent des protections anti-moustiques tropicaux, mais alors moi j'ai pas été harcelé par le moustique, j'ai pas vu de gens boursoufler de la tête aux pieds, mais c'est sûr que on trouve tout sur place, hein. C'est un pays dans lequel on trouve absolument tout. Faut pas s'imaginer que vous allez partir hors zone sauvage. Il y a des boutiques dans lesquelles on voit absolument tout. Moi j'ai fait réparer un ordinateur Apple sans problème. Donc en pharmacie tu trouveras des trucs anti-moustiques. L'électricité là-bas, les prises, les formats des prises. Ça marche avec nos prises rondes. Ouais. Pas besoin d'adaptateur à l'américaine. Non, tout est géré déjà. En fait, les prises vietnamiennes sont particulières, mais elles s'insèrent de la même manière que les nôtres. L'intensité du courant et le voltage est le même. Inch'Allah. Parfois, ça dépend. Alors, il peut y avoir certaines fois des coupures de courant. Ça peut arriver. Après, c'est aussi tout le charme du voyage. C'est-à-dire que si t'es pas prêt à tous ces charmes-là, il vaut mieux regarder chez toi des documentaires sur le Vietnam. Moi, j'ai plutôt tendance alors à choisir des hébergements avec ventilateur plutôt qu'avec climatisation, justement pour percevoir la chaleur, la moiteur. J'aime bien essayer de vivre un peu comme les locaux. Et quand tu vois la joie affichée sur leur visage et la joie de vivre, tu te dis qu'ils ont sans doute trouvé quelque chose qu'on a perdu. Bon, eh bien, ce jet lag touche à sa fin. Je pense que tu m'as donné envie de partir. Donc on se retrouve là-bas en septembre, c'est ça? Je viens t'aider à tourner des pastilles vidéo sur les marchés. On va essayer. Pas dans les rues. Basé sur place, mais après on peut rayonner sur toute l'Asie. Il y a plein d'endroits que j'ai envie de découvrir. Et effectivement, ça peut être une bonne option pour les découvrir ensemble. Comme ça, on pourra faire des podcasts jet lag et des vidéos. C'est ça. Et puis sceller encore plus cette amitié qui nous lie. Depuis tant d'années. Même plus, hein.
Bon, j'espère que vous aurez... Même plus, il est con. J'espère que vous aurez appris plein de choses à travers ce podcast. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Deezer, Spotify, même YouTube. Voilà, donc partager, c'est dans le partage qu'on vit. Et le partage, en plus, ça correspond un petit peu à ton état d'esprit. Oui. Donc voilà. Pas qu'un petit peu. Et là, on était dans le partage de ce voyage qui, je l'espère, vous a donné envie. Merci mon Ben et merci pour l'endroit particulier, l'hôtel particulier, avenue Junot à Montmartre. Endroit très très cool. Ouais, alors là vraiment si t'as des problèmes de séduction, tu peux emmener n'importe qui ici, t'es sûr que la séduction déjà aura opéré à 50% avec le lieu, quoi. Mais là, c'est pas encore ouvert pour la pétanque, merde. J'aurais bien tapé la petite boule à côté. On va pousser la porte, on va aller manger un bout puis on revient. Un petit mot en vietnamien peut-être. Come on Liao. Merci beaucoup. Nous avons commencé ce podcast Jetlag avec de la musique. Nous allons terminer avec de la musique, avec encore une fois une reprise de chansons françaises façon vietnamienne. Ça date un petit peu au compteur, mais c'est tellement drôle. T'as le look Coco façon Viet. Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ. Muôn hoa thổn thức, mang hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nhà anh yêu, mang say đắm